Et bienvenue, cher auditeur, pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie par Adrien Mas lui-même, votre consultant relationnel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, comme à chaque épisode, évidemment. Chaque sujet est important. Et avant de commencer, j'aimerais énormément vous remercier pour tous les retours que j'ai eus concernant l'épisode sur la dépendance affective. C'est l'épisode précédent qui s'intitule « Je n'arrive pas à lâcher mon ex », je crois. Cet épisode-là a été vraiment marquant. Beaucoup de gens m'ont envoyé de messages pour y répondre, pour partager un peu leur prise de conscience à travers cet épisode, leur avis, etc. Et j'en suis ravi parce que forcément, c'était le but d'arriver à impacter au maximum et surtout de partager mon vécu à travers cet épisode, partager les points clés essentiels. Parce que faut pas se leurrer, c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent quand on parle de dépendance affective. Ce sont les peurs qui nous empêchent d'aller vers ce que l'on souhaite, etc. De nous séparer de quelqu'un ou de tout simplement mieux vivre notre relation avec ce quelqu'un. Alors, merci beaucoup. Si vous voulez du contenu additionnel concernant justement cet épisode de dépendance affective ou si vous voulez tout simplement me suivre, ça se passe sur les réseaux sociaux Adrien Homme Harmonie. Sachez que mon Instagram est spécifique sur les hommes, mais tout ce que je traite à travers les hommes est évidemment identique pour les femmes et on va le voir aujourd'hui avec cet épisode. Et le podcast Cultiver l'harmonie est vraiment quelque chose de global où j'essaye vraiment de toucher autant les hommes que les femmes, d'avoir un discours neutre et généraliste pour pouvoir aider un maximum de personnes. Mais mon compte Instagram est quand même beaucoup plus axé et les gens que je coach, 90% des gens que je coach sont principalement des hommes. Voilà, c'était pour la petite précision. Et pourquoi aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est aussi important chez les hommes que chez les femmes? Alors je vais prendre l'exemple aujourd'hui pour un homme. Moi-même, je vais vous partager mon expérience, mais ça vaut également pour les femmes. Aujourd'hui, on va parler de l'importance du rôle du parent du sexe opposé, l'importance de la relation que l'on a eue, l'impact de celle-ci dans notre vie amoureuse actuelle. Quand je parle du parent du sexe opposé, pour les hommes, évidemment, je parle de la mère, et pour les filles, les femmes, je parle évidemment du père. Alors, si vous êtes, avant de commencer, dans une situation où vous n'avez pas connu, par exemple, votre père, imaginons que vous êtes une femme, vous n'avez pas connu votre père, et où vous êtes un homme et vous n'avez pas connu votre mère. Il va falloir que vous choisissiez la personne qui a eu ce rôle, qui a porté ce rôle. Parce que, évidemment qu'il y a un caractère héréditaire, on va dire génétique, vis-à-vis des blessures, etc. Mais au-delà de ça, on hérite surtout des blessures, du comportement de la personne que l'on identifie comme notre parent, que ce soit du même sexe ou du sexe opposé. Donc si par exemple, vous êtes un homme et que vous n'avez jamais connu votre mère, mais que vous avez été adopté par quelqu'un, et que cette femme-là a joué le rôle de maman pendant toute votre enfance, adolescence, etc., bien vous faites le travail avec elle. En tout cas, ce dont je veux vous partager à travers cet épisode. Parce que vous aurez hérité de toutes ces blessures, de ces comportements, de ces craintes, de ces croyances à cette personne qui n'est pourtant pas votre mère, mais qui a joué le rôle. Et si vous avez connu vos parents, etc., vous choisissez évidemment le parent. Vous allez pouvoir faire un peu les exercices que je vais vous présenter, les questions, répondre à ces questions avec le parent que vous avez eu. En sachant qu'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le parent du sexe opposé. Donc, c'est-à-dire, chez l'homme, on va se concentrer sur la relation avec la maman, et chez la femme, on va se concentrer sur la relation avec le papa. Alors moi, je vais prendre l'exemple pour moi, donc ça va être la relation avec ma mère. Évidemment, si vous êtes une femme, vous pouvez le faire en changeant, évidemment, en comparant avec vous et votre relation avec le père. Pourquoi on en vient justement à cet épisode? Pourquoi il est aussi important de prendre conscience de l'impact de la relation qu'on a eue avec notre parent du sexe opposé? Pourquoi il est important pour moi de comprendre quelles ont été les influences, quels ont été les enjeux à travers la relation que j'ai eue avec ma mère? Tout simplement parce que la blessure de trahison, et j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, c'est une blessure que l'on vit uniquement avec les gens du sexe opposé. Donc pour moi, ça va être avec les femmes. Et c'est une blessure qui est énormément réveillée lorsqu'on est dans une relation amoureuse. Alors, c'est pas que dans les relations amoureuses, ça peut être avec une amie femme, pour mon cas. Mais malgré tout, là où on la voit la plus présente, c'est dans les relations amoureuses. Et aujourd'hui, notre manière
de gérer cette blessure, l'impact que cette blessure a, elle est, comment dire, proche de l'éducation, la relation, l'influence, ce que l'on a hérité de notre relation avec, pour un exemple pour moi, ma mère, notre parent du sexe opposé. Et ce qu'il est intéressant de comprendre, et moi j'ai mis beaucoup de temps d'ailleurs à le comprendre ça a été long avec un gros travail sur soi, d'ateliers, de consultations, de recherche, d'expérimentation, pour comprendre quel a été l'impact de la relation que j'ai eue avec ma mère et quels sont mes défis aujourd'hui pour moi dans mes relations avec les femmes que je retrouve, que j'ai retrouvé et que je retrouve parce que je l'ai vécu avec ma mère. Si c'est pas très clair, vous inquiétez pas, ça va être très clair très rapidement. En fait, le pourquoi il est simple. Si il est essentiel, de comprendre qu'est-ce qu'on a hérité en fait de notre relation avec notre mère, le parent du sexe opposé, et donc pour les hommes de notre mère, parce que ça va influencer et diriger complètement nos relations aujourd'hui avec les femmes. Si, admettons, j'ai vécu de la peur dans ma relation avec ma mère, c'était une relation insécurisante, stressante, inquiétante, elle me faisait toujours douter, culpabilisante, etc., vous pouvez être sûr et certain que vous allez faire face à 2 cas de figure après. Lorsque vous allez rencontrer une femme et que vous allez vous mettre en couple avec, soit vous allez rester dans cette passivité et subir la culpabilité, vous allez revivre toutes ces émotions-là avec votre conjointe, soit alors vous allez être en réaction à ce que vous avez vécu dans le passé et vous allez adopter des comportements néfastes, mais qui sont des comportements d'autodéfense pour ne plus subir ça. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Et généralement, dans tous les cas, on va être obligé de passer par l'un des deux, c'est-à-dire le moment où on se sent dans l'impuissance, dans la passivité que l'on subit. Parce que si, imaginons, vous adoptez ces comportements en étant en réaction, vous allez du coup avoir des comportements un peu néfastes, un peu durs, vous allez être très contrôlant, très dans votre blessure de trahison, parce qu'il y a une partie de vous qui ne veut surtout pas revivre ce que vous avez vécu avec votre mère. Et ça, c'est super important à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens, et je vais vous partager une histoire personnelle avec une ex à moi, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se libérer de ces souffrances qu'ils ont eues dans le passé, avec leurs parents du sexe opposé. Et comment moi j'en suis venu à vraiment prendre conscience de tout ça, ça a été à travers une relation que j'ai eue avec quelqu'un qui a été très 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 intense, très fusionnel, très passionnel. Et il y avait beaucoup de conflits, c'était intense, dans le bon comme dans le négatif. Et j'avais remarqué que cette personne-là avait tendance à essayer de me faire énormément culpabiliser. C'était tout le temps ma faute, c'était ci, c'était ça. Il y avait tout le temps cette culpabilité et moi, j'arrivais pas à partir. Je vous en parle justement dans l'épisode de la dépendance affective. Je n'arrivais pas à partir, à poser ma limite, à dire stop, je ne veux plus subir ça, parce que j'avais peur d'être seul. J'avais peur de blesser l'autre et de culpabiliser. J'avais peur de m'en vouloir, de me retrouver seul, de ne pas être le gentil dans l'histoire, etc. Et tous ces détails-là, ils ont eu une importance. Parce que ce qui était drôle, c'est que dans un couple, il y a toujours un miroir. Et elle vivait exactement la même chose. Elle était dans une relation avec moi qui du coup vivait beaucoup de colère par rapport à ça. Et la colère, c'était une émotion qui lui faisait extrêmement peur parce que son père était quelqu'un d'extrêmement, il était un peu foufou, et qui avait tendance parfois à se mettre en colère ou qui était très manipulateur, etc. Et elle avait endossé ce rôle d'être très méfiante vis-à-vis de moi, et par rapport à mon travail en tant que thérapeute, etc., elle se méfiait, elle pensait que j'allais tout le temps la manipuler, et mi bout à bout, moi ça m'arrivait souvent de péter les plombs, parce qu'en fait je voulais partir, en fait, je voulais arrêter la relation, je n'arrivais pas à gérer ma colère, c'était trop en fait. Et c'était quelque chose où elle mettait le doigt dessus parce que ça lui réveillait, entre guillemets, sa peur à elle. En tout cas, ce qu'elle a vécu dans sa relation avec son père. Et le but ultime, l'objectif qui aurait été vraiment le main goal qu'on aurait pu avoir, ça aurait été justement d'en prendre conscience de tout ça et de mettre en place les choses. C'est-à-dire de faire face à ces peurs, à cette éducation, à cet héritage que l'on a eu vis-à-vis de notre parent du sexe opposé et d'arriver justement à s'en libérer pour vivre une vie plus harmonieuse. Le problème, c'est qu'il y avait une dissonance. C'est que moi, pour arriver à faire face à cet héritage-là, il fallait que je parte. Et je l'ai compris après, en fait. Il fallait que je pose mes limites et que je parte. Pour elle, il n'y avait pas de départ. Il n'y avait pas une question de limite ou quoi que ce soit. Ça aurait été plus justement d'apprendre à se détacher
de mon comportement, à arrêter d'être dans la méfiance et dans la trahison, à arrêter d'être dans cette peur d'être manipulé, etc. Et là, le cheminement aurait été intéressant. Alors malheureusement, on n'en est pas arrivé jusque-là parce que j'ai pris les devants et j'ai décidé justement d'arrêter à cette époque-là. Et ça a été super intéressant parce qu'en même temps qu'il y a eu cette rupture, etc., j'ai vraiment pris conscience des enjeux de la relation avec ma mère. C'est comme si j'avais tout déjà, mais je n'arrivais pas à le voir. C'était caché par un voile. Et quand ça s'est illuminé, éclairci, que j'ai pu constater, j'ai fait waouh, ok. J'ai compris pourquoi. Pourquoi j'avais vécu autant d'émotions dans mes relations précédentes. Pourquoi j'avais tendance à me sacrifier alors que pourtant j'avais pas du tout l'impression en fait. J'ai compris pourquoi je portais autant sur mes épaules l'importance, la solidité du couple. Je prenais tout sur moi. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que j'avais pas cette sensation-là, en fait. Et on n'en est pas conscient. Et c'est quand on passe par des exercices comme ça, des expériences comme ça, que là, on commence à cogiter et à prendre conscience de ce qui se passe. Alors, la première question que moi, j'aimerais vous poser, là, j'ai fait un peu une mise à plat pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Et je vais évidemment vous partager, moi, mon vécu. La première chose, c'est de vous demander qu'est-ce que vous avez vécu comme émotion avec votre parent du sexe opposé. Qu'est-ce que moi j'ai vécu comme émotion principale avec ma mère? Je vivais beaucoup de pression. Je me sentais souvent sous pression. Et je vivais beaucoup de stress parce que il fallait que je lui corresponde. Et évidemment, quand je ne lui correspondais pas, je vivais énormément de culpabilité. Et c'était assez particulier parce que ma maman était quelqu'un qui a beaucoup jugé les hommes. Elle critique, d'ailleurs même aujourd'hui, bon, critique beaucoup les hommes en disant que ce sont un peu des morts de faim, etc., etc. Et ce qui a été drôle, c'est que pendant longtemps, je m'en suis énormément voulu quand je me permettais de profiter avec des filles. J'avais ce sentiment que c'était pas bien, que c'était mal, c'était pas aligné, et je culpabilisais, mais énormément. Je me souviens une fois j'avais rendu des comptes à une fille avec qui je n'étais même pas, mais alors que j'aurais même pas eu, même pas dû, parce que je n'étais pas avec elle ni rien, j'avais rien à... Et c'était ok, on était réglo, mais c'était plus fort que moi, j'avais été obligé de lui dire que j'avais eu un rendez-vous avec une fille, etc. Alors qu'en fait, on s'était juste vu une fois comme ça et sans plus, bon bref. Et je culpabilisais à un tel point que j'ai été forcé de lui dire, et même elle m'a dit, bah, on n'est pas ensemble, il n'y a rien, quoi, tu vois, pourquoi Enfin bref, c'était assez lunaire. Et ça, c'est vraiment les principales émotions que j'ai vécues, avec cette pression de devoir correspondre à ce qu'elle voulait, elle, à son image. Alors évidemment, attention, il faut bien prendre sa responsabilité là-dedans. Si je reste dans le schéma de c'est la faute à ma mère, etc., je reste dans mon rôle de victime, je n'avancerai jamais. Évidemment qu'elle a eu cette influence sur moi. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que j'en fais de ça? Tant et aussi bien longtemps que je resterai dans cette accusation à dire que c'est la faute à ma mère, qu'elle m'a fait culpabiliser, etc. Oui, c'est possible qu'elle m'ait fait culpabiliser. Oui, c'est possible qu'elle m'ait mis la pression. Ça, c'est indéniable. Mais elle l'a fait parce qu'elle avait ses blessures, elle avait ses peurs, elle avait ses croyances, elle avait ses raisons. Moi, maintenant, qu'est-ce que je veux, en fait? Est-ce que je décide de rester dans cette idéologie-là, dans ces croyances-là, dans cette vision-là, et je continue à pourrir toutes mes relations? Ou est-ce que je décide de m'en libérer? Je décide de prendre ma responsabilité, de récupérer mon pouvoir, de ne plus subir. Et en faisant ça, je vais vivre des meilleures relations avec les femmes, mais également avec ma mère. Et c'est là qu'on va voir un peu cette notion de pardon, etc. C'est dans ce genre de situation. Quand on arrive vraiment à faire la paix avec la personne, mais surtout avec soi, en reprenant son pouvoir et en se disant, ok, j'ai vécu ça, maintenant, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour moi? Parce qu'il y a toujours des conséquences à rester dans cette situation, dans ce rôle de victime. On subit et on continue d'accuser et on n'avance jamais en réalité. Donc vraiment, je vous invite à vous poser les questions. C'est quoi les émotions principales que vous avez vécues? Moi, je sais que c'était la culpabilité. C'était très compliqué. Dès que je faisais un truc qui allait pas pour ma mère ou quoi que ce soit, dès que j'allais pas dans son sens, c'était la fin des haricots. Dès que je la soutenais pas, dès que je la contredisais, dès que... je me souviens en étant plus âgé où il y a eu 2-3 fois, j'avais tendance à poser mes limites, à lui dire écoute maman là j'ai pas envie de discuter, je suis pas très bien, ou ça, de suite, boum, elle me clashait un peu, elle me faisait culpabiliser, ouais mais moi je t'écoute et quand moi j'ai besoin de parler tu m'écoutes pas, etc. Mais c'était pas fait intelligemment en fait la communication et tout ça a été fait pour faire culpabiliser. Et ça a été très difficile. Je me souviens d'une fois
où j'avais posé ma limite. Elle voulait que je lui montre des examens médicaux que j'avais. Je dis non, en fait, j'ai pas envie de te les montrer. Je ne veux pas. Donc respecte mon choix. Elle a essayé de me faire culpabiliser un peu. Et j'ai senti que c'était la première fois que j'arrivais à le faire sans culpabiliser. Et j'en ai même pleuré, en fait. J'en ai même pleuré de libération. Je sentais que c'était le petit Adrien, là, qui avait revécu la situation, mais qui cette fois-ci avait pris le pouvoir, avait posé sa limite, s'était respecté et s'était affirmé. Et il n'avait pas culpabilisé. Waouh, quelle libération! Quelle libération! Et ça m'a permis d'avancer un peu plus concrètement dans mon cheminement et ma guérison, même si après, justement, j'ai rencontré cette personne-là, comme je vous ai raconté, et que là, ça a vraiment mis en exergue tout le côté culpabilité, on y reviendra. Mais la première question, c'est de se demander, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu comme émotion? Et ensuite, la deuxième, extrêmement importante, de quoi ai-je manqué dans cette relation? De quoi ai-je manqué dans cette relation? Si je me pose la question là maintenant avec vous, je pense que j'ai manqué de soutien, d'accompagnement, de bienveillance. Ça, c'est vraiment un des points les plus importants. Ce serait vraiment ça, de soutien, d'acceptation dans mes phases négatives, dans mes défauts, etc. De bienveillance à travers tout ça. Et de soutien. Et ce qui est très paradoxal, et c'est là que je vais vous partager ça, parce qu'attention, c'est très vicieux. J'ai eu beaucoup de soucis de santé quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, on est allé voir mon grand-père qui est à l'hôpital. Et j'en ai discuté avec ma mère. J'ai dit franchement, maman, bravo pour tout le soutien que tu m'as apporté. Tout ce que tu as pu traverser quand j'ai été malade avec ma maladie à la hanche, etc. Parce que c'était vraiment quelque chose de très particulier. Je pense qu'un jour, je ferai un épisode sur ça parce que c'était inédit comme maladie à l'époque. J'étais le cas le plus grave en France. Je ne devais plus marcher, j'étais condamné et on est passé par des épreuves de fou et ma mère a toujours été là, etc. C'était fabuleux et je l'ai remercié plein de fois et encore aujourd'hui parce que je lui ai dit vulgairement, t'as eu des cojones, t'as eu des cojones de taureau de tenir parce que je pense que très peu de gens auraient été capables de gérer tout ça parce que c'était assez intense. Bon bref. Et vous voyez, là, je vous partage ça. On pourrait se dire, mais comment c'est possible qu'ils disent ça et qu'en même temps, ils disent qu'il est manqué de soutien? Mais c'est pas parce que votre parent vous soutient que vous n'allez pas vivre un manque de soutien. Peut-être que ma mère aurait pu être extrêmement bienveillante et j'aurais dit pareil la même chose. J'ai manqué de bienveillance. Peut-être que elle pouvait être super gentille et tout et je pourrais dire, ben, en fait, ma mère, elle était méchante, elle était mauvaise. Vous voyez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut dissocier ce que vous avez reçu de ce que vous avez perçu. Je reviens. Parce que ça, c'est la phrase importante. Il faut dissocier, faire la différence entre ce que vous avez reçu et ce que vous avez perçu. Parce que notre perception, notre interprétation des événements est biaisée par nos blessures, nos croyances lorsque l'on est enfant. Donc si, dans cette situation, oui, ma mère m'a soutenu, etc., mais moi, je n'ai pas perçu de soutien. Un exemple tout bête que j'ai pu vivre avec mes parents, c'est qu'avec mon frère, il nous laissait tout faire. On pouvait faire ce qu'on voulait. On était un peu des boules de la classe, donc on travaillait, etc. Très bien, on était vraiment à l'aise sur ça, mais surtout, ils ne s'inquiétaient pas, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et du coup, on a toujours fait un peu des trucs de foufou, en sport, en activité, bon bref, même en bêtises, bon bref. Et en fait, pendant longtemps, j'ai dit, mais c'est fou parce qu'ils ne nous ont pas aidés à avoir confiance en nous, etc., etc. Et avec les années et le recul, avec une certaine guérison de blessures ou autre qui s'est passée en moi, je me suis rendu compte que si, en fait. Ils avaient énormément confiance en nous. Ils avaient tellement confiance en nous qu'ils nous laissaient faire ce que l'on souhaitait parce qu'ils savaient que ça allait bien se passer, qu'on allait gérer, notamment au niveau de l'école et au niveau professionnel. Moi, quand j'ai arrêté l'école avant le bac, alors après je l'ai passé, mais pas en candidat externe, mais grâce à mon brevet pro de sport, de prépa physique, etc., j'ai eu le niveau bac, mais quand j'ai arrêté au lycée, ça les a un peu perturbés, mais pas plus que ça. Ils savaient, à la fois ils étaient stressés, inquiets, mais à la fois ils savaient que j'allais me sortir les doigts vulgairement et que j'allais trouver une solution en fait. Et ça a été ça pour toute l'école, parce que nous on avançait, et on évoluait très très rapidement, et ils n'ont pas pu nous aider au niveau de l'école, quoi. C'était très compliqué. Et donc, du coup, ce qui a été intéressant de voir, c'est comment, en fait, ils nous faisaient confiance en se disant, mais en fait, là, on ne peut pas les aider, mais on voit qu'ils gèrent, en fait, nos enfants, donc on leur fait confiance et ça marche en plus. Mais du coup, moi, je l'avais perçu comme, ils nous ont jamais aidés, ils nous ont jamais soutenus. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils nous ont aidés, ils nous ont soutenus à leur manière. Donc ça, c'est très important à comprendre.
sachez faire la différence entre ce que vous avez reçu et ce que vous avez perçu. Parce que c'est clairement, là, le manque que vous avez vécu dans la relation avec votre parent du sexe opposé, c'est clairement quelque chose qui va être omniprésent dans votre relation avec les femmes. Et donc, maintenant que vous avez ces deux points-là, vous avez les émotions principales que vous avez vécues dans votre relation avec votre parent du sexe opposé, et vous avez également les manques affectifs que vous avez reçus, non, que vous n'avez pas reçus justement, les points affectifs que vous n'avez pas reçus, les manques affectifs que vous avez dont vous avez pris conscience, que vous avez vécu lors de votre relation avec votre parent du sexe opposé durant votre enfance, adolescence. Et maintenant que vous avez ces deux points-là, il va falloir apprendre à faire le lien dans votre relation actuelle. Est-il possible que personnellement, moi, Adrien, je culpabilise par rapport aux femmes? Alors, on peut prendre vos relations avec les ex-compagnons, ex-compagnes, etc. Mais aussi, vous pouvez le faire avec les gens du sexe opposé que vous avez autour de vous, évidemment. C'est pareil. C'est juste que c'est un peu plus précis généralement avec les relations amoureuses. C'est un peu plus criant, on arrive plus facilement à le voir. Mais quel lien, moi, je peux faire maintenant dans mes anciennes relations, et notamment la dernière, etc. Ben, je me suis rendu compte que je vivais exactement la même chose. Mon challenge à moi, c'était d'apprendre à gérer cette culpabilité, c'est-à-dire à prendre ma responsabilité et à arrêter de porter les fardeaux de l'autre sur mes épaules. Et pour ça, ça allait d'apprendre justement à poser ses limites, d'apprendre à gérer moi de mon côté la culpabilité quand elle vient, c'est-à-dire à prendre ma responsabilité. Là, j'ai posé ma limite, j'ai dit non à mon ex-compagne, à ma compagne, peu importe. Je vois qu'elle réagit mal, qu'elle culpabilise, qu'elle essaye de me faire culpabiliser, elle est dans son contrôle en sournois. Ce n'est pas ma responsabilité. Moi, je voulais juste poser ma limite parce que là, c'est trop. Et vous allez voir que quand vous prenez conscience de ça, et quand j'en ai pris conscience, j'ai enchaîné les situations avec des femmes où je voyais qu'elles essayaient de me faire culpabiliser. Et c'était super drôle parce qu'au début, ça réveillait toutes ces peurs-là et je me disais, wow, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça fait en 2 semaines, il n'y a eu que des situations comme ça. Et à chaque fois, je me disais, c'est quoi qui me dérange le plus dans ces situations? C'est que je culpabilise. Ouais, et c'était ça. Donc, je devais apprendre à, ok, gérer ma culpabilité. Là, attends, j'ai posé ma limite. Non, j'ai posé ma limite. Non. Et en fait, je me rendais compte qu'à chaque fois que je posais ma limite, l'univers m'avait envoyé des personnes qui allaient être en réaction vis-à-vis du fait que je posais ma limite. Et waouh, ça me réveillait la culpabilité. Et j'ai dû apprendre à le gérer petit à petit. Et je vais continuer à l'apprendre à le gérer parce que ça ne part pas en un claquement de doigts. Évidemment, vous l'avez compris, on ne guérit pas comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est de la magie. Ça n'existe pas, d'accord? Là, on est dans le monde réel. Les blessures, ça prend du temps. Donc vraiment, apprenez à faire le lien entre votre relation actuelle, peut-être, et ce que vous avez vécu auparavant. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis en réaction à ça ou est-ce que je subis ça? C'est-à-dire que, est-ce que je subis, par exemple, la mise en place de cette culpabilité, je souffre, etc., je m'en veux, je me sens un peu vulgairement comme una mierda, je suis pas bien, ou est-ce que je suis en réaction, c'est-à-dire que je suis très contrôlant, très dans le contrôle avec l'autre, etc., pour éviter justement qu'elle me fasse culpabiliser. C'est-à-dire que dès qu'il commence à y avoir un sentiment de culpabilité, j'accuse l'autre, etc. En fait, soit il y en a un, soit je suis en réaction, soit dans l'autre cas, je suis aussi en réaction, mais dans l'impuissance. Il y en a un, je suis en réaction dans la force, et l'autre, je suis dans la réaction, mais avec de l'impuissance. Il y en a un où je subis, et il y en a un où je vais me battre. Il y en a un où je vis beaucoup de tristesse, de désespoir, d'impuissance, et il y en a un, je vis uniquement de la colère, de l'accusation, etc. Et là, en fait, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont les masques. Je suis dans la colère, dans l'accusation. Je suis dans le masque de contrôlant, dans la blessure de trahison. Je suis dans l'impuissance, dans la souffrance, la tristesse. Je suis dans un masque d'impuissance. Je suis dans la blessure d'abandon. Mais généralement, il faut d'abord traiter la colère que l'on vit, etc., pour ensuite arriver derrière à cette blessure d'abandon. Mais il se peut qu'on oscille, en fait, plein de fois. Ça dépend des situations, etc. Donc c'est ça qui est important de se poser comme question. C'est comment maintenant je vis ces manques-là, comment j'arrive à les gérer, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ma relation actuelle. Tout ce qui est manque affectif, etc., on peut faire des demandes pour que l'autre arrive à y répondre. Mais il va bien falloir prendre conscience d'un truc, c'est qu'on est la base du triangle. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, j'ai manqué de bienveillance dans ma relation de couple, ou dans ma relation avec ma mère, ça veut dire qu'il va falloir que j'apprenne à la développer pour moi. En la développant pour moi et en la donnant aux autres, je vais en recevoir d'autres personnes, mais je ne sais pas qui ni comment.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est la base du triangle, il faut d'abord être bienveillant envers soi pour arriver à être bienveillant envers les autres. C'est les deux endroits, les deux côtés du triangle où on a du pouvoir. L'autre, c'est-à-dire les gens sont bienveillants avec moi, envers moi, on n'a pas de pouvoir là-dessus. C'est-à-dire que si vous vous dites, ok, je suis bienveillant envers moi, mais je vais être bienveillant envers ma compagne et elle va être bienveillante envers moi, ça marche pas comme ça. Je vous le dis direct, ça ne veut pas dire qu'elle va être bienveillante avec vous. Et là, ça crée beaucoup de frustration. Parce que ça fait des attentes. Regarde-moi, je suis bienveillant envers toi. Et toi, tu n'es pas bienveillant envers moi. Vous voyez, ça peut aller très très vite. Donc, sachez apprendre à combler vos manques affectifs par vous-même. Je suis bienveillant avec moi-même, je donne de la bienveillance aux autres, et en retour, on va être bienveillant envers moi, mais ça ne veut pas dire que ça va être les personnes auxquelles je m'attends qui vont être bienveillants envers moi. Ça peut être un inconnu dans la rue, ça peut être mon patron, alors que moi, en fait, j'attends ça de ma famille ou de ma compagne. Ok? Dans tous les cas, le plus important, c'est que vous apprenez à développer cette bienveillance pour vous-même, en tout cas ce manque, à le cultiver par vous-même, parce que c'est comme un entonnoir. Plus j'attends et j'essaie de le remplir par le haut, plus ça va se vider, ça va se vider, ça va se vider. Alors que si le réceptacle dans lequel se vide cet entonnoir, je le remplis déjà par le bas, par le bas, par le bas, ben mon entonnoir il va se remplir par le bas et il y aura déjà une base, ça va stagner et l'eau va rester. Tout le manque va rester, tout le manque, pardon, tout ce que je vais mettre en place pour combler ce manque va rester et ne va pas partir rapidement. Et c'est ça le problème. Quand on attend des autres qui nous donnent ce dont on a besoin, on dépend des autres, on vit beaucoup de frustration parce qu'ils ont tous des limites, ils ne peuvent pas nous donner constamment ce que l'on souhaite. Et surtout, on cherche constamment à se nourrir de partout, de partout, de partout. J'avais rencontré une fille un jour qui était à une recherche folle de validation de la part des hommes. Et elle faisait ça partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle ne se rendait pas compte des comportements qu'elle pouvait adopter, qui étaient très dans la séduction, très dans le charme, constamment avec n'importe quel type d'homme, parce qu'elle avait un besoin de validation. Elle avait besoin qu'on la valide, qu'elle se sente importante auprès du sexe opposé. Et le problème, c'est que ça a toujours des conséquences, ça. Ça a des conséquences sur notre comportement avec les hommes, ça peut avoir des conséquences sur notre relation de couple, sur les attentes que l'on a envers les hommes, sur les frustrations que l'on vit, sur l'estime de soi que l'on a, etc., etc., etc. Si cette personne-là, elle avait vraiment appris à nourrir par elle-même son besoin d'importance, elle aurait attiré de bien meilleures relations déjà, dans un premier temps. Pas que des hommes qui sont là juste pour consommer, parce que ce qui est drôle, c'est qu'on attire souvent en plus des hommes qui ne vont pas nous donner cette importance-là. Mais surtout, elle aurait vécu beaucoup moins d'attentes et de frustration envers les hommes. Elle aurait eu moins de comportements nocifs ou de séduction parce qu'elle n'aurait tout simplement plus cherché à avoir cette validation. Et c'est là, en fait, qu'il faut bien comprendre que nos manques, on doit les nourrir par nous-mêmes plutôt que d'attendre que les autres ne les nourrissent, je vais y arriver. Et évidemment, si vous arrivez à faire les deux, c'est encore mieux. Se nourrir par soi-même et demander aux autres également. Et là, vous allez remplir un entonnoir dans les deux sens. Et normalement, ça devrait très très bien se passer. Tant et aussi bien longtemps que vous ne restez pas dépendant de ces manques. Et surtout, en tout cas, dépendant des autres pour les combler. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura aidé à prendre conscience de pas mal de choses concernant la relation que vous avez pu avoir avec votre parent du sexe opposé. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai vécu comme émotion? De quoi ai-je manqué dans cette relation? Et quel lien maintenant je peux faire dans mes relations ou ma relation actuelle? Qu'est-ce que je vis de similaire? Et surtout, est-ce que je suis en réaction ou est-ce que je subis comme avant? Est-ce que mon attitude et mon comportement sont les mêmes que quand j'étais enfant ou alors je suis à l'opposé exact? Et là, ça nous permet de nous situer, de savoir exactement où on en est. Et après, derrière, il y a tout un travail de mise en place pour aller faire face à nos challenges, à nos défis. Vis-à-vis de moi, je vous l'ai dit, c'était d'arriver à poser mes limites, même si je ne plaisais pas, même si je n'entrais pas dans les clous de ma partenaire, même si peut-être ça a amené à la séparation. C'est ça, en fait, poser mes limites. C'était ça le plus important, et d'apprendre à gérer cette culpabilité en moi. Pour d'autres, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y en a, ça va être certain de prendre plus leur place. Il y en a, ça va être de moins s'oublier. Il y en a, ça va être peut-être de gérer telle ou telle émotion. On a tous nos casseroles. Moi, j'arrive avec mes casseroles, me mettre en relation avec quelqu'un qui amène ses casseroles. Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on cuisine avec ça? Est-ce qu'on fait cramer la nourriture? Est-ce qu'on cuisine mal? Est-ce qu'on fait n'importe quoi? Ou alors on se fait de bons petits plats ensemble et on savoure ensemble ce repas qu'est cette relation
que l'on a cultivé à deux. Voilà, très belle phrase pour finir cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire ou des messages privés. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie, le podcast qui aide les hommes et les femmes à cultiver de bien meilleures relations avec les autres, mais surtout et évidemment avec eux-mêmes. Ciao, ciao.